Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Mullet Man. Et comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire Sly, Tous les gros ont de gros mollets. J'ajouterai à ça sourd, aveugle, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Hey, t'as l'air en forme, partner. Pas si pire, pas si pire. Ma femme est de retour, fait que c'est le fun. Mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Sûrement. Mais là, elle est allée prendre soin du beau papa. Oui, alors on parle de lutte? Ouais. Hey, mais là, on a un sujet fort intéressant aujourd'hui. On va parler des factions, enfin, parce que là, on a interchangé les deux derniers épisodes, mais c'est pas grave. Mais on va faire le segment tout de suite. Le La pire, nouvelle de c'est la qu'il semaine. y a juste toi qui sais ça, qu'on a Non, interchangé. non, parce que quand on a fait la lutte japonaise, on a annoncé aux gens qu'on allait parler des factions. Puis la semaine, ou quand, je me rappelle plus, en tout cas, Ben, c'est ça, c'est on ça. a interchangé. Qui est amnésique des deux? Qui? Hey, je pense que tu m'as contaminé, mais faire sa part, Marc. Commençons tout de suite avec le segment La nouvelle de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Comme tu as entendu la publicité de Max Bacon, c'est le fait saillant de la semaine, mais c'est correct. Ah, Nouvelle, c'est bon. On va encore parler d'impact parce qu'on reçoit des messages. Notre ami Bird qui nous feed, toi tu me feed. Il s'en passe des choses, hein? écoute, on n'a pas le choix de parler de la même. Comment t'as appelé ça? Fait saillant de la semaine? Oui, le fait saillant. Ben, le fait saillant de la semaine, c'est encore l'histoire de Scott D'Amore avec TNA. Parce que là, on en a parlé hors d'onde. Les lutteurs de TNA ont envoyé une lettre ouverte Hein, aux gens de Anthem pour demander le retour de Scott D'Amore. C'est quand même gros, là. Mais moi, j'ai pas vu que c'était une lettre qui. Je l'ai lu, la lettre, puis je l'ai pas Ouais. lu en diagonale, moi. Mais ça disait pas vraiment qu'il voulait le retour de. Il voulait le retour de la famille. Ouais. Il voulait que ça redevienne famille. Il voulait être rassuré, tout ça. Mais j'ai. En tout cas, à moins que j'ai mal lu, là. Non, mais moi, entre les lignes, tu sais, tout. On dirait que tout collait par Scott D'Amore. Tu sais, ce climat Oui, familial-là venait ça, avec c'est lui, sûr. la Ça, figure c'est sûr. paternelle. Fait que sans demander le retour, ils n'ont pas écrit on veut le retour de Scott, sinon on s'en va parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est des professionnels, puis ils ont une vie à gagner. Puis... Mais entre les lignes, ça voulait dire, tu sais, nous, c'était Scott D'Amore qui faisait tout tenir ça. Puis là, vous nous l'enlevez. Puis, tu sais, c'est quand même spécial. Puis j'ai Bird qui m'a envoyé autre chose. Ce qui a été annoncé sur, je pense, par Dave Meltzer, le Patrick Laprade des pauvres aux États-Unis. Euh, semble-t-il que Scott le savait avant Hard to Kill que ça s'en venait. Oui. Puis Ben moi, j'ai de oui. la misère à. PCO aurait dit à Bertrand que c'était de la bullshit. Puis nous, on était là au meeting de production. Puis de la façon que Scott parlait, le feu qu'il y a eu, il nous a fait une promo à nous. Ouais.
On dirait qu'il ne le savait pas. On dirait que je peux pas croire qu'il le savait. Il était tellement intense. Il était comme d'habitude. Il était en feu. Si tu sais que tu t'en vas, t'es-tu aussi... Je sais pas. J'ai le Je feeling sais qu'on a... pas, C'est peut-être pas la vraie histoire, ça. là-dessus, je pense la même chose que toi. Là. J'ai de la misère à imaginer qu'il savait, et déjà depuis un bout de temps, selon Oui. le message, selon la nouvelle. Et là, cette semaine, celui qui était au-dessus de Scott, de son nom écrit quelque part, là, je Ouais. pense. Leonard Aspen, qui était CEO, là, qui chapeautait TNA, lui aussi s'est fait tasser. Ben, il s'est fait Ben, tasser de TNA, de mais TNA, exact. pour l'instant, il reste un exécutif. Encore là, tout ce qu'on vous dit, on n'est pas dans le secret des dieux. Là. C'est ce que tout le monde, on va chercher des brides puis des miettes un peu partout. Chose certaine, moi j'ai parlé, ben ça je pense que j'avais dit, on a parlé avec Dan Rael, puis Ouais. il, il est d'accord pour nous avoir là-bas, mais encore là, ils ne comprennent pas trop. Même PCO, j'ai parlé. Il n'y a pas grand monde qui comprend pourquoi aller retourner à Las Vegas. Là, Ouais. en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais là, tu ouvres la porte sur Rebellion qui va avoir lieu à Las Vegas, aux Palms, où on était. Et pour nous aider à aller faire ce voyage-là, on a 4 billets. Eux autres, mon Sonex, ils nous ont été offerts. Et on va faire un grand tirage, Marc. Oui, et c'est une des fois où on a le plus besoin de vous parce que pour nous autres, c'est important de rencontrer la nouvelle direction, Ouais. d'avoir le feeling de ce qui se passe après plus de 3 ans avec eux. Fait que c'est vraiment là qu'on a besoin. C'est 20 $ pour une participation pour avoir la chance de gagner les 4 billets. Oui, Alors, exact. c'est une soirée, soit 2 couples, soit 4 filles, 4 gars, 3 gars, une fille, 3 gars. De la façon que vous voulez faire ça. Mais écrivez-nous en privé, soit Jean-Frédéric Clément ou encore Marc Blondin. Et Oui. on va être content de prendre votre nom, de prendre votre vin et de le mettre là-dedans pour réussir à amasser assez de fonds pour aller faire Rébellion. Il y a Max Bacon aussi, je n'ai pas parlé encore. Notre super meilleur au monde, agent immobilier. Il doit Le être bon meilleur parce courtier que. immobilier au Ah ouais, monde. il est bon parce que je te dis qu'il est dur à rejoindre. Fait qu'il m'a dit dans un message qu'il embarquait comme commanditaire. Fait que c'est de bon augure, mais honnêtement, moi, ça me tente pas d'y aller. Non. Ça me tente pas d'aller à Vegas. Je suis allé, puis j'aime pas ça. Ça, je Ah, disais à PCO, c'est le fun quand tu découvres une nouvelle ville, tu peux visiter, tu peux faire les deux. Là, j'ai l'impression que je m'en vais avec un décalage horaire dans une ville pour vraiment, vraiment, vraiment travailler. Puis ça fait moins mon affaire, mais ouais, regarde. mais attends une minute. Le Handsome GF, il n'y a plus son virus là, que je toussais depuis 3 mois. Là, l'after party, on ne le manquera pas. Fait que tu vas avoir autre chose que d'écrire de la lutte, Marc. T'es pas couché. Je peux te dire ça tout de suite. Ouais, tu me connais là-dessus. Non, 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 mais tu manqueras Surtout pas si on l'after part party. le lendemain matin, comme tu pars tout le temps le lendemain Non, matin. non, on va partir le lundi, Marc. Hey, Marc, Ouais, on s'en mais. reparlera, mais avant de parler de tout ça, Marc, Ouais. faut vendre nos participations de billets. Donc, Ben oui, ben tous oui. ceux qui sont à l'écoute, c'est un podcast gratuit, puis on le fait sur notre temps. On a besoin de votre aide. Envoyez-nous un message et participez. C'est un 20 $, c'est pas beaucoup. Hey, puis la C'est que- game, là, c'est le Lightning de Tampa Bay, là. Ben oui, c'est ça. C'est pas des billets de Avec, céleri, là. comme dirait Marguerite, ma belle-mère décédée, Claude Géroff, qui est là, là. Oui, oui. Elle disait Elle, ça, ouais, Marguerite? elle l'appelait Claude Géroff. Wow! Incroyable! Alors, c'était le fait saillant de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Donc, Marc, cette semaine au podcast, sujet fort intéressant, fort attendu. Ça fait des semaines qu'on en parle. Les Ouais. factions dans le monde de la lutte professionnelle. C'est quoi pour toi une faction? Une faction, c'est un regroupement de lutteurs, lutteuses, managers qui ont une grosse importance dans les histoires, dans le booking. Tu sais, au fil des années, moi, j'ai grandi avec les factions, que ce soit WCW, WWF. J'ai adoré les factions, pour être bien honnête avec toi, là. Puis en ce moment,
All Elite Wrestling, ils ont des factions, mais ils en ont trop. On dirait que tout le monde est dans une faction. À l'époque, il n'y en avait pas trop, puis ça avait une importance d'être dans une faction. Tu sais, on peut penser les Four Horsemen, on peut penser Dungeon of Doom, qui avait eu une grosse feud avec Hulk Hogan à WCW. Du côté de WWF, on a eu la Hart Foundation, Nation of Domination, DX. Mais, La tu sais, il y a eu une famille époque. Heenan, Famille Inune. Donc, tu sais, c'était des lutteurs. NWO. Ça a été toute une faction. Et à un moment donné, Mais il ça, était pas mal dedans. C'était le trois quarts du roster, mais ça, c'était une autre histoire. Mais c'est que ça soulève les passions, ça amène les histoires plus loin. Moi j'adore les factions dans le monde de la lutte. chose certaine, on a 5 invités cette semaine qui voient les factions pas mal toutes de la même façon. On va commencer par le professeur, toujours apprécié lorsqu'il est avec nous sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, si tu veux bien, je te laisse le présenter. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le professeur, aussi bon en chronique qu'au karaoké, Bertrand Hébert. On est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert et ses gros doigts sur le podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les factions. Premièrement, Bert, est-ce que faction est le bon mot? Ben, en faction, moi, dans ma tête, on parle d'une gang qui sont au minimum 3, voire Exact. 4. Donc, c'est pour ça qu'on doit parler plus de faction. Je pense que c'est un outil très précieux qui a très souvent été peut-être pas assez utilisé. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on est avec les succès du Bloodline, on a une tentative de créer des factions un peu partout, là. Des groupes de 3, des groupes de 3, 4, 5 mix, 2 gars, une fille, 2 filles avec 2 gars. Je veux dire, à NXT, là, c'est fou, là. Tout le monde est dans une faction de minimum 3 personnes. Ouais. Ce qui est pas bête pour NXT, parce que ce que la faction apporte, c'est la possibilité d'interagir entre les différents personnages entre eux, de créer une chimie, une synergie, de trouver son personnage, trouver sa voix. Je suis-tu le petit peureux dans le coin? Je suis-tu celui qui se vante trop? Celui qui respecte les règles? Ça permet de développer un côté ou une personnalité là, plus facilement parce que tu ne fais pas juste parler à la caméra pour dire je vais te péter à la gueule. Ouais. Il y a une interaction entre tout le monde qui permet aux gens de voir la différence. Donc, à NXT, c'est une bonne façon de, de, de trouver qui est bon et qui Exact. l'est moins. Et Exact. donner une chance peut-être à tout le monde aussi, justement, de trouver cette personnalité-là plus facilement que tout seul. Parce que quand tu es tout seul également, ben, tu penses à tes affaires tout seul, tu montes tes affaires tout seul. Quand tu es en gang, ben, automatiquement, ça te force à voyager ensemble en auto, parce que c'est plus facile, puis parce que ça te permet justement de jaser de vos affaires, d'avoir des idées ensemble, de partager. Et c'est la grande force des factions au fil du temps aussi. Là. On n'a qu'à penser à Evolution, là, qui a été une faction qui a été créée de toutes pièces sous le principe d'avoir Ric Flair, une vedette du passé, Triple H, la vedette du présent, avec Batista et Randy Orton, qui étaient des vedettes du futur, et on a fait de Randy Orton et Batista des vedettes du futur, non seulement, ils sont effectivement devenus ces vedettes-là. Tout ça via la faction. Tantôt, quand tu parlais de ça, il y a aussi le fait que, comme tu viens de le dire, dans une faction, tu peux introduire des greens, des jeunes qui vont apprendre et qui vont prendre de plus en plus de place plus facilement qu'être seul. Exactement. Exactement. C'est une porte d'entrée. Mais je veux dire, prenons les Four Horsemen, là, qui sont peut-être le template des factions. Il y avait des personnages de la faction qui étaient permanents. On avait pensé à Ric Flair. Mais on a eu, bon, là, Ole Anderson était là, Ole Anderson est parti. Là, on a pris Lex Luger, qui était le petit nouveau. Fait que là, ça lui a permis d'avoir un rôle important, mais pas être obligé d'avoir toute la pression d'être le main event. Et il a gradué tranquillement vers le main event.
Après ça, on a mis Sid, je pense, à un moment donné dans les Four Horsemen. Ça a été moins un succès pour Sid. Sid en avait moins de besoin. Mais le groupe va évoluer. Il y a eu Barry Windham. Ça l'a cimenté Barry Windham en méchant parce qu'il avait toujours été un gentil. De se joindre aux Horsemen, de changer son look, son apparence, de trahir ses amis pour rejoindre les pires. C'est aussi rejoindre les pires des pires. C'est sûr que ça t'aide quand tu es un babyface qui change de bord. C'est ça qu'apporte la faction. C'est un outil dans la créativité des spectacles de si je le mets là, ben, je le protège. Je lui donne la chance d'apprendre. Je lui donne la chance de faire sa place parce qu'il n'y a pas toute la pression sur lui. La faction tient le cap. Ça donne la chance à une faction, si on pense à Judgment Day, par exemple, à une Rhea Ripley de complètement exploser. Au départ, je trouvais que Judgment Day était un albatros autour du coup de Rhea Ripley qui était vraiment la star, mais en se développant comme leader du Judgment Day, puis ça lui a permis de prendre toute la place, de devenir un personnage majeur. On va le voir là, en Australie prochainement. Je ne serais pas surpris qu'elle soit en grande finale dans son pays d'origine. Et on peut s'attendre à une réaction incroyable, probablement tout proche de ce qu'on a vu pour Sami à Montréal pour Elimination Chamber. Là. Et là, l'avantage qu'elle a sur Sami, c'est qu'elle va pouvoir gagner. Et du côté historique, ça part-tu de loin de ta mémoire de professeur? Moi, il y a toujours eu des groupes ou des équipes, tu sais, mais c'était souvent des groupes c'était plus des deux ou à deux avec un manager ou des choses comme ça. Avec les Four Horsemen, c'est vraiment là qu'on a le template que tout le monde essaye de recréer. Vient de là, selon moi. On l'a vu là, par la suite, Evolution étant un autre des bons exemples. Mais on a aussi été over the top avec ces choses-là. Tu sais, la NWO était à la base d'une faction qui est devenue un groupe, qui est devenue une fédération à l'intérieur d'une fédération. Ouais. Et on a dilué un peu l'effet de. Là, tu sais, on n'a jamais fait une star. Excuse, on n'a pas dilué un peu. On a dilué beaucoup. Écoute, un drink à l'eau. Virgil n'est jamais devenu une star parce qu'il a fait partie de la NWO en s'appelant Vincent. Hein, c'est un peu là qu'est la ligne. Il faut faire attention. Tandis que, exemple, The Generation X a commencé avec Sean, a évolué avec le groupe que Triple H qu'on disait. On a ajouté X-Pac. On a toujours bien pris soin de garder ça dans un certain chiffre. Et le groupe a beaucoup mieux vieilli que la NWO au final. D'ailleurs, quand ils ont introduit la NWO, ils ont gardé ça basic au original. On peut pas vraiment les blâmer. Là. Mais on a eu... c'est un des pires exemples parce qu'on a vraiment échappé le ballon avec la NWO. Si on n'aurait pas dépassé admettons 6 pour être fin, là. Ouais. Avec une rotation, toi t'es out, lui est in. Puis qu'on n'aurait pas splitté parce qu'en plus du NWO Black and White, on a eu un Red and Black. Peut-être que l'histoire de la NWO aurait été différente. Peut-être qu'il y aurait toujours un NWO. Le seul autre exemple qui m'est en tête, c'est le Bullet Club, qui est comme, je veux dire, il y a juste ma mère qui n'a pas fait partie du Bullet Club. Mais au moins, c'est que la faction va se renouveler dans le sens que les gens finissent par partir de la fédération et par conséquent sont remplacés par d'autres, mais le groupe est assez imposant. Les factions sont souvent très utilisées aussi avec New Japan. Là. Okada est parti, mais il y avait son groupe qui s'appelait Chaos. Il y a plusieurs éléments comme ça qui permettent certaines permutations. Quand tu as 3 ou 4 personnes, ben, ça te permet de faire des équipes différentes, ça te permet de faire des combats mix. À NXT, là, il y a beaucoup de ça. Là. Il y a 2 gars avec une fille qui forment un groupe ou une faction. Je regardais ça pas plus tard, là, ils ont un groupe, là, tu sais. Il y en a un, c'est le gars qui parle. Il y en a une, c'est la fille musclée. L'autre, c'est. Ils ont tous un rôle bien particulier. Puis, bon, tu vois, lui, il est plus faire valoir. Elle, il pense, tu vois comment ils sont positionnés. Ouais, c'est ce que présente la faction, c'est un peu ça.
Durant que tu apprends à faire du micro, ben, tu as quelqu'un de super fort au micro dans ta faction qui te permet d'apprendre et qui te permet d'évoluer. Et je veux dire, force est d'avouer aussi que la WWE a très bien réussi, bien au-delà de la Bloodline et de Judgment Judgment Day Day. aujourd'hui. On n'a qu'à penser au Shield, qui a étrangement produit 3 superstars. Parce que souvent, dans une faction, malheureusement, il y en a un ou deux qui ne passent pas la rampe. Mais dans le cas Ouais. du Shield, les 3 sont devenus des méga stars. On a eu la Wyatt Family, qui était aussi une faction. Malheureusement, c'est pas tous les gars qui ont eu le même succès. Mais à la base, c'était un peu ça, de créer un groupe, une faction, et de renforcer les gens. Braun Strowman, en commençant dans la Wyatt Family, qui était déjà établi en 4e membre, ben, ça lui permettait d'être caché le temps de se développer en personnage unique qu'on connaît plus aujourd'hui. Pour toi, est-ce que on aurait pu faire de la famille Hart une faction à travers Ben, les... ben, Ou est-ce la que famille c'est Hart, une faction? la faction. Il y a eu la Hart Foundation à l'époque de l'ère Attitude, où là, on avait Brett avec son beau-frère, le British Bulldog, avec Owen Hart, avec Jim Neidhart, son autre beau-frère, et Brian Pillman, qui venait du donjon. Brian Pillman qui était là principalement parce que physiquement, il était en très piteux état. Et en étant le 5e membre, ben, il n'y avait pas à lutter autant ou il n'y avait pas à faire autant physiquement à ce moment-là. Mais la faction a eu un très grand succès sur une très courte période à cause de toute la chaleur qui était générée par l'histoire du je suis gentil au Canada, mais je suis méchant aux États-Unis, puis Stone Cold qui décollait en même temps. Malheureusement, cette faction-là n'a pas été à son point final parce qu'après le Survivor Series de Montréal, malheureusement, la faction a explosé, mais derrière le rideau, là, avec Ouais. Owen pris pour rester, puis le reste, souvent, qui sont partis là, du côté de la WCW. Selon toi, est-ce qu'on aurait pu faire une faction avec les Rougeaux? Ben, à la WWE, ou Peu importe. Tu sais, ben, je je pense, pense que exemple, je vois les 3 frères, ouais. Armand, Jacques Raymond, avec le père Jacques Ben, Senior comme gérant. Mais au Québec, j'ai l'impression qu'avant la WWF, ces gars-là voulaient être des babyface, tu sais. ouais, non, non, effectivement. Au Québec, ça a été plus difficile. Par contre, Armand, s'il n'aurait pas été blessé, il était probablement une signature de contrat prêt d'être le 3e Rougeau à la WWE. Là, si on parle de 3 Rougeaux, on tombe dans une faction. Les 3 avaient des looks similaires, surtout Jacques et Armand. Il aurait été facile de jouer le fameux switcheroo, là, c'est lui qui est dans le ring, puis je pense que lui, de jouer la gimmick aussi des 3 Rougeaux qui peuvent défendre les ceintures par équipe, par exemple. Ouais. Donc oui, à ce moment-là, ça aurait été une époque parfaite. Les Québécois aussi, on aurait pu ajouter des Québécois au groupe, puis ça aurait pu se transformer C'est vrai. en une gang de fausses polices montées plutôt que juste 2. Ça aurait été possible. Ouais. Bon, ça aurait pu permettre à des gens peut-être comme Nelson Veilleux là, de venir rejoindre Pierre Carl, qui Mhm. avait été longtemps son partenaire sur la scène indépendante, puis d'être un 3e Québécois. Ce qui aurait pu faciliter, exemple, la retraite de Jacques, alors que les 2 autres font le gros du travail, alors que Jacques commence à ralentir. C'est des possibilités qui auraient pu être là, effectivement. Là. Mais c'est une époque, ça, des années 80, fin des années 80 à la WWF puis 90, où avant DX, on ne voit pas beaucoup de factions. Là. Parce que pour une raison X, je sais qu'il y avait toujours une mention que Vince n'aimait pas les équipes. Parce que souvent, tu es obligé de payer le même montant à tout le monde dans l'équipe. C'était une faction, dépendamment du rôle et de l'expérience de tout le monde, tu peux être pris aussi dans une certaine situation. Je suis convaincu que les 3 gars du Shield à la base devaient gagner la même chose. Puis au fur et à mesure qu'on les augmentait, ça devait être dur de ne pas augmenter les 3 égales Ouais. parce qu'ils vont se Ouais. parler. Là. Donc, c'est drôle, ça, c'est la partie du promoteur. Quand j'ai une équipe ou quand j'ai ça peut occasionner des problèmes de qui je pense qui vaut plus d'argent que l'autre. Là. Ou qui est le meilleur négociateur que l'autre aussi également. Là.
Quand tu parles de NWO, entre autres, et la plupart des factions qui ont réussi ou qui ont eu un rôle important, il n'y a, il y a pas de gérant, hein? Ben, il y a les Horsemen qui avaient leur gérant avec J.J. Dillon. Mais effectivement, par la suite, une faction devient tellement, il y a tellement de monde que ça devient compliqué là, d'avoir un gérant. Tu me fais penser, d'ailleurs, originalement, la Legion of Doom, c'était comme une faction, là. Les Ouais. Road Warriors faisaient partie de la faction. Paul Ellering était le gérant. Là. Il y avait Buzz Sawyer qui était là-dedans. Il y avait King Kong Bundy, si ma mémoire est bonne. Il y a deux ou trois autres personnes. Là. Donc, il était comme cinq plus le gérant. Et bon, je nomme les noms, puis tout de suite, vous vous dites Road Warriors, King Kong Bundy, pas sûr que ça fit vraiment Ouais. ensemble. Effectivement, ça a été moyen comme résultat. Ça n'a pas duré super longtemps. Puis, les Road Warriors ont fait leur chemin avec Paul Ellering en équipe. Puis, les gens qui étaient avec eux dans cette espèce de méga faction-là à la base. Mais le principe devait être le même. Les Road Warriors étaient excessivement green, manquaient d'expérience. On avait des gars d'expérience. Mais Paul Ellering remplissait ce rôle-là pour eux parce que c'était lui le micro, c'était lui le babysitter pour lui montrer quoi faire. Donc, au final, on n'avait pas besoin d'autant de gens que ça. Les Road Warriors étant tellement uniques, puis se sont démarqués tellement rapidement. Mais effectivement, le gérant devient un peu redondant quand quatre gars ou cinq gars ou trois gars, deux filles dans une faction, puis il y en a déjà un qui parle bien au micro. Le gérant lui-même est excessivement rare, point même dans quelqu'un qui est enceinte. On n'a qu'à penser qu'on a Paul Heyman d'un côté vraiment qui est vraiment le seul. À l'heure l'élite, on en a peut-être un peu plus, mais les gérants n'ont pas le rôle qu'ils ont déjà eu où ils étaient vraiment ultra agressifs qui étaient là pour aller générer beaucoup de haine de la part des gens. On dirait qu'on a mis ça de côté. Tu sais. Je me souviens comment que quand Bobby Heenan parlait, on voulait que quelqu'un l'accroche, le mot t'as dit. Ben, il y avait la Heenan Family, c'était une Exact, qui faction. était une forme de faction, qui était plus lousse que qu'est-ce parce qu'elle était énorme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre les différents membres. Le fait qu'ils étaient dans la famille était principalement relié au fait que c'était Bobby qui gérait leur carrière. Ouais. Fait que donc, je me souviens pas, peut-être à part qu'un Survivor Series où tout le monde de la famille Heenan était là en même temps dans un match. Chacun gardait ses affaires un peu séparées. Ouais. Intéressant, Mais hein? c'est toujours un gérant, c'est toujours d'être détestable. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Le gérant est rarement détestable. Bobby Heenan, je veux dire, quand il vend le contrat de Hercule à Saturday Night Main Event, tu te dis, mon Dieu, c'est incroyable, il a vendu son lutteur, tu sais, Ouais. pour de l'argent. Puis là, il y avait les grosses piles d'argent que Slick il donnait à la caisse. Puis, c'est fou. Tu sais, il était tout. Puis là, tu disais, ben, c'est pas de la faute à André, c'est Heenan qui est rentré dans son oreille. Puis qui. Ouais. Fait que c'était ça le rôle du gérant. Et malheureusement, ça a un peu disparu parce que on met pas autant d'emphase sur générer cette haine-là de la part des spectateurs envers un personnage. Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Sujet qui va chercher beaucoup d'intérêt, les factions. Ben, souvent, les gens vont s'attacher à une faction comme ils vont s'attacher à un lutteur. Ça, c'est mon préféré, mais ça, c'est ma faction. Ça. Ah, là, cette gang-là, je les aime ensemble. J'aime la chimie qui dégage, j'aime leur interaction, j'aime. Donc, Ouais. c'est le même principe qui s'applique. Là. Puis là, on n'est pas obligé de choisir non plus entre quatre gars qu'on aime. Ils sont tous ensemble. Donc, Exact. il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors, encore une fois, je te remercie de ta présence sur le CIM et au plaisir de vous reparler, monsieur le professeur. Au plaisir. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de rencontrer le meilleur gérant de l'histoire du Québec, Joey Soprano. Je ne sais pas si c'est le meilleur gérant du Québec, là, mais moi, je m'entends très, très bien avec Joey. J'ai de bons souvenirs de TOW et je suis allé signer des livres au Chic, Marche aux Film puces. fanatique. Oui, film fanatique, Marche aux puces Saint-Michel. Et
justement, j'avais l'idée du podcast en tête et là, je le vois, je dis, Colin, ben oui, un gérant qui me parle Ouais. de son point de vue des factions. Et lui, il en a eu des factions et c'est un gars, là, tu sais, c'est un gars de tête. Fait que, ben, avec le corps qu'il a, on comprend, là. Mais, Hey, quelle langue sale! alors, sans plus tarder, Signore, c'est ça? Comment tu. Il y a bien des noms, lui, hein? Mais Signore Joey Soprano. Joey Ouais. Soprano, petite parenthèse, qui était mon manager quand j'ai gagné ma première fois le titre TOW au Beach Club dans un match d'échelle où Patrice Maltais avait attaché la Ah, ouais. ceinture qui n'était pas détachable. Ouais. Donc, fait saillant de la carrière de Joey Soprano dans les émissions TOW qu'on avait fait pour RDS. Il avait fait une version du brunch avec Pat Patterson et Ouais. c'était du bonbon. Donc, ceux qui veulent aller voir ça sur YouTube, les émissions TOW, le brunch de Pat Patterson et Joey Soprano, c'est vraiment bon. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le meilleur manager de l'histoire du Québec, Joey Soprano. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Joey Soprano, Signore, comment ça va? Ça va super bien, Marc. Merci de me recevoir encore une fois pour ton fabuleux podcast. Ça me fait plaisir de participer et répondre aux questions. De tout ce que tu as besoin de moi aujourd'hui? Alors, C'est les gens voient qu'on a une photo de toi avec les faux bijoux, le manteau en vinyle. C'est pas vrai, je suis langue sale. euh, faut rester authentique, hein? Oui, et malheureusement, des problèmes de caméra du côté de Joey, mais ceux qui le trouvent pas très attrayant seront contents que ça sera juste une photo. Je suis content de faire votre journée, j'imagine. Joey, on voulait te parler parce que j'en ai parlé un peu avec Bertrand Hébert avant toi. On voulait avoir le feeling d'un gérant qui s'occupe de factions. Parce que, à part J.J. Dillon et les Four Horsemen, il y a beaucoup de factions qui n'ont pas de gérant. Mais toi, au Québec, tu as géré beaucoup de factions. Peux-tu nous en parler? Oui, en effet, j'ai géré plus qu'une faction. Euh, Ceux qui étaient les plus prolifiques pour moi, il y en avait deux en fait, puis les deux se sont passés dans la même fédération. C'était la NCW. Entre, je te dirais, 2014 jusqu'à 2017, j'avais deux factions établies. Ça a commencé avec le Torture Chamber et à ne pas confondre avec l'école de lutte Torture Chamber. Mhm. Sauf qu'il y avait un parallèle avec l'école parce que c'était Drew Onyx, c'était mon top lutteur à représenter dans cette faction et le reste, c'était tous des élèves du Torture Chamber. OK. Euh, Ça s'est super bien passé. Je te dirais, une de mes meilleures runs, si c'est pas ma meilleure run en 22 ans de lutte comme gérant. OK. Ça a été super le fun et bénéfique pour tout le monde. Parce que tu avais, moi, le gérant qui représentait tout ce beau monde-là, je les représentais. Donc, j'étais pas mal mise en avant de la compagnie parce que c'était la plus grosse histoire à l'époque. Tu avais Drew Onyx qui était le champion québécois de la NCW, donc le titre numéro un de la compagnie, et un vétéran super bien établi. Ensuite, tu avais une gang de up-and-comers, comme on appelle, ceux qui commencent à grimper les échelons, qui venaient de sortir de son dojo. On peut nommer Mark Mercer, qui malheureusement ne lutte plus aujourd'hui dû à une blessure au cou. Tu avais Kevin Brier, tu avais Stu Corvus. Ensuite, tu avais Volcano, que tu connais très bien parce qu'il faisait aussi partie de la TOW à l'époque et même les enregistrements TV pour RDS2. Et même comme animateur pour Monsieur Fun. Oui, en effet, oui, Steve, l'homme à tout faire, de son vrai nom. Donc, on prenait tous ces petits gars-là, puis on commençait à les préparer pour des plus gros projets plus tard. Ça, c'était une des raisons d'avoir une faction aussi. C'est établir dominance et aussi
donner plus de visibilité à tout le monde impliqué là-dedans. Ça, c'est une des raisons principales pour une faction. Mais, Ensuite, plus tard, une mais fois que... juste Oui, avant, Joey, le fait que Drew, à cette époque-là, ben, encore aujourd'hui, son français est très limité. oui, en effet. Et le fait qu'il n'est pas en tout cas, de ce que je me souviens, puis je ne veux pas l'insulter, mais pas le meilleur au micro. La présence d'un Joey Soprano, pour qui c'est la force de parler. J'imagine que c'était doublement important pour cette faction-là. Oui, en effet, parce que Drew Onyx, moi, personnellement, je trouve qu'au micro, il est excellent. C'est juste que, comme tu dis, il y a un français extrêmement limité, même inexistant, parce que ça fait longtemps que je le connais, puis je l'ai jamais entendu parler français. Disons-le comme ça. Ouais. Donc, quand tu performes devant des foules qui sont majoritairement francophones et que tu ne peux pas t'exprimer en français, tu as tendance à avoir quelqu'un à tes côtés qui s'exprime en français. Et c'est là que moi, je rentre dans le portrait. Pour les autres, que je te parlais des petites recrues, les nouveaux qu'on voulait commencer à aider à grimper les échelons, eux autres, ils n'avaient pas de micro du tout. C'est ça. Euh, c'est le charisme, il y en avait certains qui étaient inexistants. Le talent était là, mais le charisme était inexistant. La débrouillardise au micro était inexistante aussi. Donc, oui, j'ai servi beaucoup pour cet aspect-là. Il y a le fait aussi que Drew Onyx, en parlant en anglais, est un heel naturel au Québec. Oui, en effet, parce que ça revient à performer devant des foules majoritairement francophones. Quand tu t'exprimes en anglais, souvent, c'est mieux que tu sois un heel parce que la foule ne s'identifiera pas à quelqu'un qui est anglophone à 100% comme Drew Onyx. Ils vont plus avoir tendance à s'identifier avec un francophone, un de leurs semblables. Alors, c'est sûr que naturellement, il va se faire détester. Mais quand tu as un autre heel comme moi qui est francophone, qui parle français, mais aussi qui l'appuie, puis qui défend toutes ses actions, ben là, ça fait juste amplifier comme on dit, la heat durant le show. Donc, c'est une recette parfaite. Et en plus, le chimie était là. Fait que c'était une recette pour le succès. Et ta deuxième run, c'était quoi? Oui, la deuxième à NCW, une fois que le Torture Chamber a été dissous, tu avais les approuvés Sopranos. Fait que là, c'était vraiment le nom et la faction était vraiment centrée autour du personnage de Joey Soprano. J'étais le commissaire corrompu de la NCW. Fait que je m'étais entouré, cette fois-ci, c'était un peu différent parce que je m'étais entouré d'un mélange de vétérans et un mélange de recrues. Et je te dirais qu'il y avait plus de vétérans que de recrues. Je vais vous nommer les noms. Il y avait Chacal. Mhm. Il n'y a pas plus vétéran dans la lutte au Québec que Chacal, on C'est s'entend. sûr, c'est sûr. Ensuite, tu avais Stéphanie Sinclair, la striker, une des absolument des meilleures lutteuses que j'ai jamais vues de ma vie. Dommage qu'elle lutte plus, blessure, mais elle était déjà établie, c'était une vétérante une fois qu'elle est rentrée dans l'écurie. Ensuite, avec Gorgeous Mike, que tu connais Mhm. très bien, Mhm. un autre vétéran, très bien établi. Tu avais Steven Mains qui performe aujourd'hui à la IWS, qui maintenant, je te dirais que ça doit faire presque 10 ans qu'il lutte. Il a pris de l'assurance et c'est un des meilleurs jeunes. Et il est encore jeune aujourd'hui parce que dans ce temps-là, il était encore plus, bien plus jeune. Ben Il a oui. commencé très jeune, je te dirais, il avait quoi, 19, 20 ans? Là, il est rendu fin vingtaine, début trentaine, puis il a pris de l'assurance comme ça se peut pas. Ça l'a beaucoup aidé de venir avec nous autres. Donc, en gros, c'était ça le clan. Du monde qui voulait s'aligner avec moi pour se garantir un spot, on va dire, puis aussi pour établir dominance. Ça revient toujours un clan, là. Ça revient toujours à la base pour établir de la dominance envers une fédération, puis contrôler, dominer. Et on dit souvent que la force est
dans un groupe. Strength in numbers, comme ils disent en anglais. C'est ça, c'est ça. Puis, dis-moi, Joey, aujourd'hui, quand tu regardes du côté professionnel, est-ce que le parrain a regardé un peu ce qui se faisait ou ce qui se fait aujourd'hui côté faction? C'est un concept qui fonctionne encore aujourd'hui. Si je peux me permettre aussi de faire des comparaisons, tu regardes aujourd'hui ça avec la WWE, tu as le Bloodline, tu as le Judgment Day. Il y avait un autre clan aussi en ce moment à la WWE qui commence, soit qui prend de l'ampleur. En tout cas, je suis pas exactement le produit à 100% ces temps-ci comme dans le temps, là, mais je sais que tu as le Bloodline et le Judgment Day qui sont les deux gros clans à la WWE. Donc, c'est un concept qui fonctionne très bien. Le Bloodline a été le clan le plus fort depuis les derniers 10 ans. Là, j'ai jamais vu un clan aussi fort que le Bloodline. Et ça peut s'appliquer, là, pour revenir à la lutte québécoise. Ça peut toujours s'appliquer. Comme tu sais, on en a discuté récemment quand je t'ai croisé lorsque tu étais en train de faire un signing pour ton livre. Quand on s'est croisé au marché aux puces Saint-Michel, je t'avais dit que j'avais fait un retour récemment. C'était au mois d'octobre, donc ça fait pas très longtemps que je suis revenu. Et pour la NWC à Montréal, et j'ai déjà deux gros mastodontes qui sont à mes côtés. C'est pas vrai un clan, c'est deux gars, mais ils sont pas en équipe, sont dans des histoires différentes, mais ça peut s'enligner bientôt pour une faction. Je peux faire du recrutement aussi parmi d'autres lutteurs dans le roster de la NWC. Ceux que j'ai sous ma gérance aujourd'hui, tu as Ice, qui est le champion de la NWC, et tu as Rogan, un gros bonhomme masqué qui commence à faire son nom dans la lutte au Québec. Ouais, je l'ai vu à quelques reprises. Là, ouais, il est imposant. Assez impressionnant et fort comme un bœuf. Bien content de l'avoir avec moi. Donc, est-ce que je suis en train de bâtir un clan? On verra avec le temps, mais je te dirais que selon moi, mon feeling, c'est que c'est un concept qui peut toujours s'appliquer aujourd'hui. On peut pas réinventer la roue dans la lutte. Il y a des affaires là qui vont jamais vieillir, vont jamais être trop vieux pour l'époque. Et les factions, ça, c'en est un parfait exemple. Dis-moi, Joey, pour un gérant, est-ce que c'est plus facile de gérer un lutteur, gérer une équipe ou gérer un clan? Ben, moi, j'ai fait tout l'ensemble de ces réponses, là. S'il fallait faire A, B, C, comme tu viens les éléments que tu viens de nommer, je te dirais l'ensemble de ces réponses parce que je les ai toutes faites. Mais qu'est-ce qui est le plus facile? Ben, moi, personnellement, je trouve un lutteur, c'est plus facile parce que tu as toute ta concentration sur un lutteur. Tu passes pas à d'autres choses, juste ce lutteur. Mais en équipe, c'est aussi facile. Je te dirais pas qu'en équipe, c'est difficile parce que en équipe, tu sais, c'est un 2 pour 1. Tu te préoccupes juste de cette équipe-là, puis rien d'autre. Tandis qu'un clan, j'adore ça. C'est fabuleux. Ça met de la visibilité à tout le monde impliqué, comme j'ai nommé, le gérant, le top lutteur de la faction, ceux que tu veux commencer à aider à monter. Mais c'est difficile pour un gérant parce que c'est comme tu veux pas trop t'exposer non plus à la foule. Fait que quand tu es rendu 5 dans ta faction, tu veux pas faire sortir le gérant 5 fois dans un show. Tu le fais. Écoute, tu te concentres sur un match, ensuite tu en as un autre. Si tu as des interférences, tu as des micros, tout ça, c'est du travail. Des fois, le gérant, c'est la meilleure chose à faire, c'est de ne pas le faire sortir accompagner tous les membres de la faction. Parce que c'est trop, là, c'est trop, c'est comme passé. Exact. Le monde va se tanner. Le mystère derrière les personnages va commencer à descendre. L'intérêt va commencer à descendre. C'est comme more is less. Garde ça à un minimum. Je vais nommer un exemple parfait parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde regarde, tout fan de lutte regarde. Tu regardes le Bloodline, ils sont quand même là, ils sont rendus 3, là, mais
Regarde, Paul Ouais. Heyman, là, il accompagne juste un. C'est Roman Reigns. Il accompagne pas Solo, il accompagne pas Jimmy Uso non plus, là. Et même quand Jay Uso était dedans, il l'accompagnait pas. Il accompagnait pas les Usos. Il accompagnait pas Sami Zayn quand il était dedans. Il accompagnait juste Roman Reigns. Et ça fonctionne. Ça, c'est l'exemple que je peux vous nommer, que c'est Ouais. le gérant peut être le chef de file de la faction. Faites-le pas sortir pendant tous les matchs de sa faction, il va se brûler et C'est l'intérêt va dropper. Ouais. Un intérêt qui peut aller sur 1 an va diminuer en 3 mois là, si tu fais ça. Puis Oh encore. oui, regarde, ce que tu veux, c'est la longévité du clan. Tu veux que le clan dure une bonne secousse, on va dire minimum 1 an. Enfin, on va dire ça Ouais. de même. 1 an, Ouais. tu veux qu'au moins que ça dure pour l'établir. Regarde, tu veux pas que le monde perde d'intérêt en dedans de 3 mois, comme tu viens de dire, là. Exact, exact. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui a géré combien d'années là, à date, là? À date, si tu inclus même les années que j'ai pris off, là, à partir de quand j'ai commencé en 2002, fait que oui, ça va faire en tout 22 ans. Fait que, ouais, fait que Joey Soprano, personnage toujours coloré et important. Tu fais bien ça. Quand on trouve la niche, là, puis je te l'ai dit et redit, si l'opportunité arrive pour Simmania, puis je vois que tu fais bien, c'est sûr que je vais penser à toi. Ah, je perds pas espoir, Marc. On a discuté de ça, puis j'ai manifesté mon intérêt, puis je suis toujours intéressé. Puis regarde, je sais que c'est juste une question de temps avec Joey Soprano fasse une apparition à Simmania. Je suis pas inquiet. Joey, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir jasé de la gérance d'une faction. Et on se reparle sous peu, mon chum. Ben, merci à toi, j'apprécie. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le CIM. Et les 3 prochains invités sont des membres du groupe. Êtes-vous membre du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs? 3100 quelques membres. Et comme là, la semaine prochaine, on parle des analystes colorés, les colormen, comme moi je les appelle, ceux qui sont là pour mettre de la couleur, comme Ansem l'est avec moi. Et il va y avoir un genre de sondage. Alors, vous allez pouvoir participer. Alors, si vous écoutez le podcast et vous n'êtes pas membre du groupe Facebook, ben, c'est comme si tu allais pelleter dehors tout nu. Ah, mais écoute, c'est une belle comparaison. J'allais dire, si tu n'es pas membre du groupe ou tu es membre du groupe et tu n'as pas acheté ta participation pour nous aider à aller à la rébellion, c'est un peu la même chose. Ça va Ouais, ensemble. exactement. Exactement. Donc, on a Vincent Lapointe qui est devenu au fil du temps un bon ami de mon côté et qui est un collectionneur de ceintures incroyable. D'ailleurs, il m'a confirmé comment elle s'appelle la ceinture Hulk Hogan des années 80, là, le Golden Eagle, c'est Oui. ça? Alors, il va l'amener à Simmania 4 qui a lieu le 5 mai prochain à l'entêté. Pour que les VIP puissent prendre des photos. Rapidement, en parlant de Simmania 4, ne vous gênez pas. Bientôt, la carte va être sortie. Il y a bien des surprises. Ça va être le fun. Mais c'est ça. Vincent voulait parler des factions. C'est un sujet qui l'intéressait. Alors, sans plus tarder, on écoute Vincent Lapointe. On retrouve Vincent Lapointe avec nous sur le CIM, le Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour ceux qui regardent sur YouTube, on voit une petite, infime partie de ces ceintures de collection. Elles sont vraiment incroyables. Je capote à chaque fois. Vincent, tu vas mieux suite au Royal Rumble parce que le lendemain, tu étais malade. Effectivement, ça a été 2 semaines assez difficiles, mais aujourd'hui, ça va bien, je m'en sors, donc tout va bien. Et merci. Tu veux nous faire un top 5 pour toi, les factions
le top 5 des factions vu par Vincent Lapointe. Et ça va être le fun parce qu'on va avoir la même affaire avec Mathieu Lavigne. J'ai hâte de voir si vous allez avoir les mêmes 5. Mais avec ce que tu m'as dit tantôt avant qu'on pèse sur enregistrement, je ne suis pas sûr. Il y en a que je ne connais même pas. Ben, écoute, moi, la première faction, qui est la première qui s'est faite, c'est les Fabulous Freebirds, quand ils étaient à la WCCW contre la famille de là-bas. Von Eric. Von Eric, exactement. Donc, on parle de Terry Gordy, Michael PSAs et puis de Buddy Roberts. Ouais, ça, c'est un petit écoute, quoi, par exemple, les Fabulous Freebirds? Les Fabulous Freebirds aussi, c'est les premiers qui ont fait une vidéo de musique, les premiers lutteurs qui ont fait une vidéo de musique ouais. pour les accompagner sur le ring. Une Donc, vidéo ils avaient leur d'entrée. musique à eux autres, chanter. Exactement. La WCCW a été la première organisation à avoir un style vidéo comme présentement fait la WWF, avec des caméras proches du ring, des micros. Et ça passait, nous autres, je regardais ça sur, tu sais, là, les black box pirates pour le câble. Oui. Dans le temps. Donc, on voyait ça, tu sais. Fait que, moi, c'était super le fun. On voyait de la lutte du Texas. C'était une rivalité, là, c'était incroyable. Puis c'était très violent, là. Les gars prenaient ça très à cœur, là. C'était très rough. Et c'était une belle rivalité, là. C'était vraiment. C'est eux autres, c'est la première faction qui a existé, là. OK. À mes yeux et aux yeux de plusieurs. OK. Tu as quoi par la suite? Ben, par la suite, écoute, j'irai là avec le deuxième favori pour moi. Ben, pas le deuxième favori, mais c'est Dangerous Alliance, qui était à la WCW avec notre ami Paul Heyman. Donc, on avait Rick Rude, Bobby Eaton, Arn Anderson, Larry Zbyszko, Medusa et puis Steve Austin. OK. C'est une faction qui n'a pas été là très longtemps, mais avec les lutteurs qui étaient là-dedans, ben moi, j'ai bien apprécié. On voyait la montée de Steve Austin. Arn Anderson, pour moi, est un de mes meilleurs lutteurs. Au micro, je pense que c'est un des top 5 de tous les temps. Puis avoir une femme, Medusa, qui était très... Disons que Medusa était capable de se poigner contre bien des hommes. Hein? Elle n'avait pas trop peur. Fait que c'était le fun comme faction, mais ça n'a pas duré longtemps. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Numéro 3. Écoute, après ça, sont dans l'ordre. Numéro 3, écoute, je vais avec les Four Horsemen. Ouais, ça, c'est un nom qui revient souvent. Hein? Ça, écoute, tu n'as pas le choix des mettre là. Puis qu'est-ce que j'aime de eux, c'est que ce n'est pas le booking qui les a créés, c'est eux autres mêmes qui se sont créés. Là. C'est pas une idée de. Ouais, c'est eux autres, c'est arrivé organiquement. OK. Pendant qu'ils faisaient une interview, Arn Anderson a dit écoute, il n'y a jamais eu 4 gars comme nous autres. C'est là qu'il a sorti les Four Horsemen de l'Apocalypse. Et puis, le lendemain, à la TV, ben, il y avait des gens avec les pancartes Four Horsemen. Écoute, ça a pris là, très rapidement. Pour moi, c'est une des meilleures factions qu'il y a jamais eu. Et c'est une des seules, Vincent, qui a eu un gérant, là, J.J. Dillon. Hein? J.J. Dillon, exactement. Exactement. Très bon gérant que plusieurs n'aiment pas, mais moi, je trouve qu'il amenait quelque chose dans la faction. Là. OK. Écoute, il en reste 2. Il en reste 2. Écoute, j'y vais avec la NWO. On n'a pas le choix. La NWO a été une énorme faction. Ça a été copié du Japon. Monsieur Bischoff, il y avait une gamique au Japon. Il a pris plusieurs idées là, de eux autres pour faire la NWO. Et veut pas, ben, tu as Hulk Hogan qui devient méchant. Je veux dire, c'était quelque chose que personne ne s'attendait en 96. À ce moment-là, il était quelque chose, ouais. Exactement. Je veux dire, tout le monde en parle encore maintenant. Puis Hulk Hogan, pour moi, sera toujours le visage de la lutte, là, no matter what. C'est sûr que vers la fin, je trouvais qu'il y avait trop de monde. Ben oui, c'était dilué, là, oui. Exactement. Ça a été dilué vers la fin. T'sais.
Puis après ça, ben, pour mon cinquième, ben, c'est DX. Parce que pas de NWO, t'as pas de DX, tu sais. C'était comme une réponse à l'autre. Exactement, tu sais. Puis je trouve que DX a fait évoluer Triple H, qui est devenu après ça The Game. T'as Six, X-Pac, qui était revenu dans la gamique. Donc, ça aussi, c'était une belle gamique que j'ai bien aimée, mais surtout pour voir l'évolution de Triple H par après. Aujourd'hui, est-ce que tu suis encore les factions? Est-ce que tu... Aussi, c'est une pâle copie de ce que tu nous as nommé? Ben, j'aime bien la nouvelle faction avec Mama, avec Replay. C'est sûr qu'écoute, on ne peut pas réinventer la roue. Là, ben je veux non, dire, une ça. faction va toujours être, bon, on copie un peu de là et là, mais en ce moment, j'aime bien ce qui se passe dans les factions et dans le monde de la lutte en général. Je trouve que ça bouge beaucoup, puis c'est bien intéressant. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que tu aurais peut-être une image sous peu à me soumettre pour une ceinture de Simmania. Écoute, on travaille là-dessus. J'espère de l'avoir d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. J'en ai encore reparlé aujourd'hui. Serrer un peu la vis, mettre de la pression, mais je sais qu'en ce moment, il est en train de faire quelques ceintures pour, Il n'y a pas de rush. Pour Hogan Beach Shop. Fait que c'est sûr que Hogan Beach Shop passe avant pas mal tout le monde. Là. C'est ça, même si c'est Simmania. C'est ça. Ben, et Hogan, ben oui. qu'est-ce que tu veux? Ben hein? oui, ben oui, ben oui. Vince, c'est un plaisir de te parler. On était chanceux, ça n'a pas trop lagué. Fait qu'on va donner un peu d'ouvrage à David Jouan. Mais on te remercie beaucoup. On se reparle sous peu. Et si les astres s'enlignent, oui, chandail Sim. Et si les astres s'alignent bien, on va peut-être être ensemble pour WrestleMania. Qui sait? J'espère bien, Marc. Écoute, toujours du plaisir. Puis Ouais. surtout avec le Stone Cold des pauvres. Exactement, des très pauvres. Notre ami Stéphane, oui, des très, très pauvres. Oui. Attention à toi, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Marc. Bye-bye. Bye. On retrouve notre ami Alex Morin, l'orgueil de Bécomo. Comment ça va? Ça va super bien, Marc, malgré une petite grippe. Puis toi, de ton côté? Ça va bien, ça va bien. Moi aussi, j'ai un peu de misère. Je pense que tout le monde, à ce date-ci, à ce moment-ci de l'hiver, on a tout un peu la boîte de Kleenex proche. Là. Écoute, Alex, c'est ta troisième ou quatrième visite sur le CIM, hein, déjà. Ouais. Tu viens Quatrième, imagine-toi, là, il t'en manque 996 pour avoir une montre. Ah, c'est pas si pire, ça. J'ai hâte d'avoir ma Rolex. Ouais, ben je sais pas si ça va être une Rolex, là, mais faudrait que j'aille voir un marché aux puces s'il en reste. Là. Écoute, Alex, tu étais un des premiers à lever la main pour parler des factions. Et les factions, c'est venu chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce que ça fait partie de la lutte depuis plusieurs années et ça peut être un moment fort. Et là, j'ai bien hâte de voir où tu vas nous amener, toi. Ben écoute, là, moi, depuis quand même longtemps que je suis la lutte, j'écoute aussi beaucoup des choses, là, des époques où j'étais plus jeune, puis que je réussis comme à faire des analyses aujourd'hui. Je trouve qu'une faction, préférablement, il faut que ça soit avec des lutteurs qui sont heel, des méchants. OK. Je trouve que souvent, quand il y a un bon manager qui va être là pour venir bâtir une faction, bâtir une gang de méchants qui vont tricher ensemble ou qui vont prendre un certain contrôle de la fédération, je trouve que c'est bon. Je suis d'accord. La première faction qui va venir en tête, c'est la Million Dollar Corp des années 90, quand Ted DiBiase a été tué puis que là, il est devenu manager. C'était une époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, tu étais peut-être beaucoup plus WCW dans ce temps-là, mais le rooster de la WWF n'était pas terrible. Mais Ted DiBiase avait réussi à aller chercher comme tous les méchants les plus crédibles dans son équipe. Okay. Puis il a eu un peu le contrôle des méchants pendant plusieurs années.
Ça, c'est une faction que tu as aimée? Oui, ben tu sais, Ouais. en tant que jeune à l'époque, des fois on avait de la misère à apprécier le travail des vilains à la lutte, là, mais tu sais, avec du recul, on se rend compte qu'ils ont eu vraiment ils ont fait rouler la WWF là, dans leurs années de vache maigre. Ouais. Euh, Ça a permis tu sais, d'avoir des combats principaux dans des événements qui ont été pas si pires. Là, tu sais, il y a eu le retour de King Kong Bundy, il y a eu Sid Justice qui était là. En tout cas, ils ont réussi à avoir quand même une coupe de bons heels. OK. Parfait. Ensuite, moi, je dirais la plus grande faction de lutteurs heel qui a passé dans l'histoire de la lutte, je pense, c'est The Heenan Family. Ça, c'est plus dans les années que tu suivais la lutte, par exemple, à Ben la oui, WWE. ben oui. La famille Inun avec notre ami en français, Frenchy Martin, Frenchy l'artiste. Tu dois avoir fait plusieurs entrevues avec eux autres, Marc, là, dans les Saturday Night Main Events et tout ça. Maison, maison, maison. Inun était spécial. Ouais. Il était micro, c'est comme fabuleux ce qu'il faisait. Là. Il Ouais. pouvait prendre n'importe quel lutteur qui était comme plus ou moins à l'aise au micro, puis lui, il prenait ben, un peu comme il a fait avec André le Géant. Mais tu sais, c'est ça, un bon manager souvent va être là pour cet aspect-là des entrevues qui sont si importantes, en tout cas qui étaient si importantes dans le temps. Là. Puis tu sais, lui, il a réussi aussi, là, Bobby Heenan, avec sa famille Heenan, à gérer WrestleMania 1, WrestleMania 2, WrestleMania 3. Ils ont été impliqués dans le tournoi WrestleMania 4. Ça a donné des adversaires à Hulk Hogan, à Macho Man. Ça a été vraiment eux qui ont été au cœur de toutes les histoires pendant ces années-là. Ah, il était vraiment très bon, puis moi je l'ai connu après, bien sûr, aux commentaires, puis il était drôle, tu sais, c'était un spécimen. Ah oui, même à la WCW, c'est vrai, là, il a été commentateur, puis c'est un coloré, hein, c'est un gars qui fait. C'est un joker, t'es capable de faire rire les gens, même en étant méchant. Là. Là, j'essaie d'y penser, Alex, parce qu'il y a de quoi qui me flash dans la tête, comme dirait Handsome JF, l'amnésique Marc Blondin. Mais il y a quelque chose que je me rappelle que Bobby Heenan avait une crainte incroyable. Il avait peur de ça. Puis j'essaie de me souvenir c'était quoi. Puis les gars, des fois, comme on dit, le terme anglais, c'est rib, là, c'est agacer quelqu'un. Là. Puis j'essaie de me souvenir c'était quoi qui avait peur. Puis là, ça ne me vient pas. Mais peut-être que d'ici au temps où les gens vont écouter l'épisode, je vais l'avoir trouvé. Tu veux dire, toi, Marc, en dehors de la caméra, il y avait une peur? Ouais, ouais, OK. ouais. Les gars pouvaient le faire réagir, puis il avait pas. Ben, je pense que c'était son cou. Là, tu vois, plus qu'on en parle, je pense qu'il avait été blessé au cou ou à la tête, puis dès que quelqu'un le touchait à la tête, il perdait le. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Là, Il est en panique. je monte mon taux de profitabilité au-dessus de 80 qu'il ne voulait pas se faire toucher au cou, à l'épaule en haut. Là. Il paniquait. Fait que les gars, ils faisaient des pranks un peu avec ça, j'imagine. Ouais, mais sans y faire mal parce que les gens savaient que ça pouvait y faire mal. Puis là, il te reste, toi, une troisième faction que tu veux nous parler? Ouais, et là, ben, en fait, là, il y a deux factions. Une que j'ai adorée à la WCW, c'est les West Texas Redneck. Oui, je me souviens de ça vaguement. Bobby Duncan Jr., les deux Wyndham, puis Kurt Hennig, Mr. Perfect. Ouais. Il avait enregistré, si je ne me trompe pas, un album country. Puis Puis, ce tune-là avait roulé en plus. ouais, ouais. Ouais. Puis il y avait comme eu une rivalité là, avec Rey Mysterio qui était pas masqué à ce moment-là. Puis là, eux autres, ils disaient que le rap, c'était une musique de Ouais. gangster, puis que c'était des criminels. Puis en tout cas, je trouve que ça aurait pu être développé. J'avais vraiment aimé ça. Puis ça me revient toujours en tête, justement, parce que tu dis la chanson a roulé tellement longtemps dans ces années-là que c'est tout le temps une faction qui me revient en tête. Puis la dernière, elle qui sort vraiment du champ gauche, que je trouve qu'il aurait pu avoir davantage d'histoires menées avec ça, c'est le Job Squad à WWF. Le Job Squad Excuse-moi. qui était pratiquement que des lutteurs,
des jobbers, des gars qui perdaient tout le temps. Puis là, ils les avaient mis ensemble. Il y avait All Snow, il y avait The Blue Meanie, il y avait Stevie Richard là-dedans. Ouais, c'était une bonne gang, ça. Ouais, puis Ouais, c'était des ouais. gars beaucoup de la ACW. Puis Exact. je trouve que ça aurait dû être- parce que les gars trichaient ensemble, mais c'était pas vraiment des méchants, tu sais, ils trichaient parce qu'ils étaient moins bons que les autres, puis là, ils essayaient de se donner un avantage. Je trouve que un de ces gars-là aurait mérité d'avoir peut-être genre la ceinture intercontinentale là, un certain moment, là, parce que je trouvais que l'idée était bonne de mettre des gars moins bons ensemble, puis d'essayer, mettons, d'en faire peut-être un champion là, que personne n'aurait vu venir. Mais J'avais dans le vraiment fond, aimé ça. ça vient un peu détruire le concept qu'une faction, faut que ça soit des heels. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Oui, exact. Dans ce cas-là, c'était comme tous des négligés ensemble, des gars qui individuellement n'auraient pas eu vraiment d'impact, mais que là, ensemble, on pouvait peut-être penser qu'ils pourraient réussir. Là. Fait que ça a peut-être pas été, mais le projet a peut-être pas été mené jusque où ça aurait dû, à mon avis, cheminer, là. Et ça aurait dû finir peut-être avec au moins une ceinture pendant peut-être une semaine ou deux. Mais en tout cas, j'avais bien aimé ce groupe-là. Chose certaine, Alex, c'est que cet épisode-là avec ce groupe-là, l'idée était bonne en arrière de ça. Puis c'était une question de pouvoir poursuivre et de l'amener plus loin ce qu'ils n'ont pas fait, là. Exact. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est difficile hein, à la lutte. Là. Il y a tellement de changements, il y a des blessures, il y a des. Tu sais, on a vu là, avec Vince McMahon qui changeait les scripts des fois 15 minutes avant le début de Monday Night Raw. Là, t'es généreux. Ouais, parce que des fois, c'est pendant Monday Night Raw. Oui, exact. C'est sûr que ça ne va pas être évident pour les scripteurs non plus d'avoir la pression d'un Vince McMahon qui arrivait, puis que là, tassez-vous finalement, c'est moi qui gère. Ouais, ça devait. Ceux qui avaient, mettons, qui avaient du pouvoir juste en dessous de lui, ça devait être très frustrant. Les writers t'ont payé, puis garde, c'est correct, c'est plate, mais quand c'est approuvé, puis ces gens-là se font Tassé. tasser, là. Écoute, j'en profite, Alex, pour la chronique touristique. Qu'est-ce que de bon à faire à Bécomo? Je te dirais que ces temps-ci à Bécomo, si vous voulez vous amuser, il faut que vous aimez aller faire de la raquette, du ski alpin ou de la pêche sur la glace. C'est assez tranquille. Oui, il n'y a pas de festival de rien, il n'y a pas de gros Ouais, gala de lutte, rien. par exemple, là, on a quand même un gros festival du film qui s'appelle Cinoche, qui vire depuis des années, mais là, c'était le mois dernier. Puis à chaque année, il y a des artistes là, qu'on voit à la télévision qui viennent comme président ou présidente d'honneur. Fait que ça vire quand même bien. Mais c'est sûr que la majorité des attraits touristiques à Bécomo, c'est du plein air. Bon. Mais c'est le fun, le plein air. Absolument. Puis, tant qu'à être là pour faire du pouce, on a un programme au Cégep qui attire cette année hein, au Cégep de Bécomo. On est rendu avec 165, si je ne me trompe pas, étudiants étrangers venant de l'Afrique, de l'Europe, puis d'à travers le Québec. Sur quoi? C'est quoi le... C'est un programme justement pour devenir garde de chasse, travailler dans le monde des pourvoiries, chasse et pêche. Wow. Puis ça se développe vraiment bien. J'ai des chums qui travaillent au Cégep qui m'ont parlé de ça justement cette semaine. Wow. Intéressant, mon cher Ouais. Alex. Ben écoute, je vais te laisser aller jouer dehors, faire soit la raquette, soit n'importe quel sport que tu as nommé, là. Et merci de ta présence sur le CIM. Et on se reparle sous peu pour un autre sujet fort intéressant. Mais j'ai bien aimé ton apport à la chronique. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Marc. Bonne journée. On vient d'entendre également Alex Morin, qui est l'orgueil de Bécomo. Et c'est drôle, Alex Morin, un collègue de travail, Maxime Rioux-Adolphe, qui le connaît très bien, m'a parlé d'Alex Morin. Ah, ouais. Légende de Bécomo, ça, Alex Morin. Là. On le sait pas, mais... Il y a quelqu'un qui connaît Alex Morin, oui, tu me niaises. c'est une légende là-bas, semble-t-il. En tout cas, j'ai bien aimé quand il me parle de tout ce qu'il y a à faire à Bécomo, là. Sa portion touristique qui a duré une seconde, ben, il n'y a rien à faire là. Ah, c'est ça l'histoire.
Mais non, mais tout ce qui est, on fait bien des farces, là, mais c'est plein air, chasse, pêche, Toi, est-ce que Marc, est-ce que tu fais du chasse, plein air, pêche. chasse-pêche? Est-ce que tu fais ça, toi? Ouais, moi, le plein air, c'est fumer un cigare dehors. Ah, ben écoute, c'est pas pire, c'est déjà ça. C'est ça, c'est ça. Alors, on poursuit cette semaine avec notre dernier invité. Et non le moindre. Oui, que tu connais très bien. Hein? Oui, mon grand ami Mathieu Lave-Lavigne. Et là, la question qui trotte dans la tête de tous les auditeurs en ce moment, est-ce qu'il va terminer son top 5 sur les costumes? J'ai aimé la musique que David Jouin a mis, hein? C'est comme un quiz, là. Oui, oui, exactement. Géopardy ou... C'est ça, c'est ça. Alors, je te laisse le présenter parce que lui, on a vu Vincent Lapointe qui a fait comme un peu son top 5 sans savoir que Lave en faisait un. Mais anyway, quand on parle d'un sujet, on a tous une liste qui apparaît dans notre tête, là. On va voir vraiment comment Matt Lavigne va-t-il nous surprendre avec les fameuses factions. Alors, sans plus tarder, laissons-nous surprendre par Mathieu Lave-Lavigne et son fameux top 5. Des costumes. Toujours attendu un fameux top de Lave Mathieu Lavigne. Aujourd'hui, il nous fait un top 50 des factions. Ah oui? Et, Bonjour, M. Blondin. Bonjour, M. Lavigne. Il y a votre ami Ansem JF qui demande est-ce qu'il va en profiter pour terminer son top 5 des costumes? Hey, avoir su d'avance, je l'aurais préparé, mais là, écoute, on est tellement à la dernière seconde, là, je ne saurais pas par où commencer. Fait que prochaine fois. C'est bon. Écoute, les factions, jusqu'ici, on a parlé avec Bertrand Hébert, on a parlé avec Joey Soprano, la vue d'un gérant dans les factions. On a parlé avec Vincent Lapointe, qui a fait un peu son top 5 à lui. J'ai hâte de voir si toi, c'est un top 5 ou un top 10. Moi, j'ai un top 5. Cool. Avec 5 mentions. Ouais, ça, il y a 18 mentions dans mon top 5. Non, mais c'est que ça a été plus compliqué que je pensais parce que je me suis mis à un peu réfléchir sur les factions en général, à quoi ça sert. Puis moi, j'étais un enfant des années 80 puis 90. Fait que c'est sûr qu'il y a des factions que j'ai pas connues, comme les Von Erichs ou les Four Horsemen. Fait que ouais, t'as pas connu les Four Horsemen? Pas vraiment parce que j'écoutais pas la WCW. J'ai jamais été un fan de la WCW. On en a déjà parlé dans un de tes podcasts. Fait que moi, j'ai pas vraiment connu les Four Horsemen live au sens où, tu sais, on peut regarder des tapes, on peut regarder des bons vieux War Games, mais j'ai pas saisi l'ampleur d'un phénomène comme les Four Horsemen. Fait que je comprends leur valeur, mais je peux pas vraiment en parler d'un point de vue de quelqu'un qui a vécu les grosses années des Four Horsemen. Same avec les Von Erich, j'ai pas connu le World Class. Fait que j'imagine que c'était quand même gros, que c'était important, que c'était un grand moment dans l'histoire de la lutte, mais je peux pas en parler. Fait que je suis obligé de parler des factions que moi j'ai connues dans mon enfance aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est sûr que tu ne parles pas des Fabulous Freebirds, qui était une des discussions avec Vincent. Il a parlé, bien sûr, également des Four Horsemen. Fait qu'il reste à voir maintenant. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui vont comme vraiment dans le back catalogue puis qui se mettent à regarder là, tous les pay-per-views puis toutes les émissions puis d'une certaine époque qui n'ont pas nécessairement connu. J'avoue que ça prend de la patience. Puis écoute, j'ai vraiment hâte d'écouter la partie sur les Freebirds. Alors, toi, ton top 5. Ouais, fait qu'une bonne faction, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi mes factions top 5 sont dans le top 5. Premièrement, il faut que ça maximise l'exposition des lutteurs. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'un des lutteurs est en scène, il faut que tous les lutteurs soient en scène. Il faut qu'on mette en valeur des aspects du lutteur qu'on ne verrait pas sinon. Au sens où, si tu es dans une faction, il faut que ça te permette d'affronter du nouveau monde, il faut que ça te donne des nouvelles histoires autant à l'externe qu'à l'interne de la faction. Il faut que ça développe ton personnage, il faut que ça développe tes capacités de lutteur. Il faut que tu deviennes meilleur que ce que tu étais avant la faction. Et il faut que la faction soit supérieure à la somme des membres qui sont dans la faction. Au sens où tout le monde dans la faction a un peu sa valeur, mais il faut que
tous ensemble, ça fasse un peu comme une bonne recette. Exact. Pas les ingrédients crus d'une sauce à spaghetti, mais tout ensemble, ça fait une bonne sauce bien consistante puis super goûteuse. Ah, Ça tu nous me prend donnes, un tu me général. donnes la faim. Ouais, je le sais, mais j'ai pas dîné moi non plus. Ça nous prend un général, Ouais. quelqu'un qui avec le charisme, quelqu'un qui est capable de faire le travail au micro, quelqu'un on pense qui, avec sa faction, peut aller chercher le titre, parce que c'est un peu ça aussi le but de la faction, Ouais. c'est on protège mes acquis, puis on me fait avancer jusqu'au top de la fédération, puis ensuite on la domine à la gang avec moi comme chef. Ça nous prend un vieux routier, un conseiller, un peu le gars qui est sur le déclin, mais que la faction va un peu ramener ses bonnes années ou un peu remettre en valeur. Tu sais, je pense à des gars comme Bobby Heenan ou Ric Flair. Ça nous prend les muscles, le bodyguard, l'homme de main, le gars qui fait quelqu'un qui va faire la sale job, qui va un peu protéger le leader pour être sûr qu'il ne se salisse pas les mains. Moi, je trouve déjà que ça ressemble à n'importe quel film d'action aussi qu'on Ouais. peut regarder. On a tout le temps, comme Shredder dans les Ninja Turtles ou n'importe quel méchant dans James Bond. Il y a son sbire, il y a ses petits jobbers avec lui. L'homme de main, c'est un peu le dernier pilier avant d'arriver au leader de la faction. Je pense à, mettons, Batista ou Jake Hager à la AEW. Ça nous prend le jeune lion, le gars qui a le plus à gagner de la faction, mais ça paraît Exact. pas sur le coup. Sur le coup, on pense que c'est un peu l'espèce de jeune premier, on lui fait faire les petites job-in, mais avec le temps, il va un peu challenger le statut de gorille alpha de la faction. Ça nous prend aussi l'équipe idéalement, parce que l'équipe, on peut la scinder en deux, les faire perdre en singles, mais quand ils sont en équipe, ils peuvent aller chercher l'or pour nourrir un peu la richesse de la faction, si on veut. Fait avec tous ces aspects-là, je pense pas que tu vas être super surpris de mon top 5, mais on va y aller avec, en 5e position, j'ai choisi la DX. Choix évident, mais par extension, j'ai choisi la Heart Foundation. Parce que je pense que sans la Heart Foundation, on n'a pas la DX. OK. Explication. Ouais, la Heart Foundation, on a Brett qui est le leader, qui se retourne un peu contre son propre personnage, contre les Américains, contre la lutte à ce moment-là, qui devient un peu plus adulte, moins comme lui il a connu dans ses années, dans les années 90. Il est avec son frère Owen puis Bulldog qui est l'équipe. On a les bras qui sont Jim Neidhart. Bon, c'est pas super crédible. Puis on a l'espèce pas de jobber, mais on a le gars qui peut servir en n'importe quelle sauce. On a Brian Pillman. Fait que, excellente faction. Puis par extension, à cause de la rivalité avec Shawn Michaels, puis avec Triple H, puis avec la New Age Outlaw, on se retrouve avec la DX qui représente un peu le futur de la lutte. On a Shawn Michaels puis Shawn Michaels comme leader, Triple H comme celui qui vient un peu challenger le statut de Shawn. On a la New Age Outlaw, puis on a les bras, China, aussi bizarre que ça peut avoir l'air. Ouais, mais ça fonctionne, puis ça représente très bien c'est quoi une bonne faction. Tout le monde a gagné avec cette faction-là, tout le monde est devenu une star, tout le monde a fait de l'argent. C'est une faction parfaite, puis on en parle encore aujourd'hui. Numéro 4, la Heenan Family dans les années 80. La Heenan Family avait tous les méchants ever. On avait Rick Rude, Paul Orndorff qui faisait des rivalités avec Hogan, qui ramassait le championnat intercontinental. On pouvait s'en servir au top dans les tapings télé. On avait les Brainbusters qui servaient d'équipe. Des gars comme Big John Studd. Il y avait la team de André puis Haku aussi. Haku qui était là pour protéger un peu le fait qu'André était sur le déclin, puis il avait peut-être pas toutes les capacités dans le ring. Faction parfaite, tout le monde se met en valeur. On a Heenan qui est là comme conseiller. C'était qui le jeune premier? Ouais, ben c'est ça. C'est pas toutes les factions qui sont parfaites et qui respectent tout à fait. Mais si on retournait dans l'histoire de la Heenan Family, il faudrait que j'y pense un peu, mais ouais, je sais pas qui... Personne non plus qui me vient en tête. C'était surtout des vétérans puis des méchants qui prenaient, mais tu sais, avec Heenan, ça avait l'air facile. Fait que pas toutes les factions respectent tous les aspects. Numéro 3, j'ai pris le Bloodline parce que le Bloodline, c'est pas encore fini. D'après moi, on va s'en rappeler comme la top faction éventuellement. Déjà, la meilleure équipe de tous les temps est dans le Bloodline. On parle des Usos. Solo Sikoa, qui est un peu le prochain Silverback, si on veut, ou en tout cas qui est les muscles pour l'instant. Même les Usos peuvent être utilisés
en match individuel aussi, puis ils font très, très bien la job. Il y a de la dissension à l'intérieur du groupe, mais aussi des rivalités à l'extérieur. Sami Zayn a un peu servi de Johnny Lyon à un moment donné dans le Bloodline. Puis avec Roman comme leader, je veux dire, puis Paul Heyman, le vieux conseiller, qui est un peu... il est toujours bon, il n'a jamais vraiment été sur le déclin, mais faction parfaite, on va s'en rappeler dans 10 ans, on va s'en rappeler dans 20 ans. Le Bloodline, c'est... Puis en plus, tu as tout l'aspect de la vraie vie aussi. Tout le monde est un peu... tout le monde est samoin ou presque là-dedans. Ouais. Fait que la vraie vie aussi, c'est important dans les factions. On a l'impression que les gars voyagent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils font tout ensemble. Ils se font tatouer ensemble. Ben oui. Puis là, on a The Rock qui va rajouter quelque chose aussi. Ça, j'ai très, très hâte de voir ce qui va arriver. Moi aussi. The Rock qui va venir comme le vieux routier mettre au défi le silverback de la gang déjà, qui est Roman Reigns. Fait que j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça va servir. Je m'attends à une défaite du Rock qui va un peu passer la torche à Roman Reigns comme étant comme le... Pas qu'il en a besoin, mais je veux dire, à 50 ans, le Rock, je sais pas à quoi on s'attend de lui. Numéro 2, Undisputed Era, Cole, O'Reilly, Fish et Roderick Strong à la NXT. Tous des gars qui ont fait la ROH. Les gars ont fait les meilleurs matchs de l'histoire de la promotion NXT. C'est difficile d'imaginer une meilleure faction. Ils ont ramené un peu l'esprit de la lutte indie. Sans Undisputed Era à la NXT, je ne sais pas si on a la AEW. On a d'ailleurs essayé de recréer un peu le Undisputed Era à la AEW. Ça ne marche pas vraiment. Les gars se sont blessés trop vite ou je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça n'a pas marché. On peut pas recréer un moment comme ça. Mais reste que Cole est le leader parfait. Tu avais Fishy O'Reilly qui était l'équipe. Tu avais Roderick Strong qui était et les bras et l'espèce de jeune lion à ce moment-là, un des meilleurs lutteurs au monde. C'était la faction parfaite. Avant de passer au numéro 1, quelques mentions honorables et quelques mentions déshonorables. Des factions de marde, le Job Squad, le Spirit Squad, hein, le seul qui a gagné de ça, c'est Dolph Ziggler, puis celui qu'on avait choisi comme leader, Kenny Dykstra. Rien, il n'y a rien à faire avec ça. Aucun leader, aucune direction. Le cabinet de JBL à SmackDown, c'était terrible. On avait JBL avec les Basham puis Orlando Jordan. Rien à faire avec ça. Aucun intérêt, aucun charisme dans le groupe. On ne voulait rien savoir de ça. League of Nations, qui aurait été une très, très bonne idée. Wade Barrett, Rusev, Sheamus et j'en oublie un. Alberto Del Rio. Tous des main eventers. Tout le monde est legit là-dedans, mais ils ont servi à une chose, puis c'est nourrir John Cena. Donc, très bonne idée sur papier. Quel mauvais booking. DOA, Disciple of Apocalypse, Chains, 8 Ball, Skull et Crush. Quand Crush, c'est ton leader, on sait que ça va pas bien, puis on a les Harris qui sont pas capables de lutter, même avec un gun sur la tempe. Pour vrai, rien à faire avec ça. Qui d'autre j'ai mis? J'ai mis les Social Outcasts, l'espèce de job squad moderne avec Bo Dallas, Heath Slater, Curtis Axel et Adam Rose. Je veux pas revivre ces années-là. Le Dungeon of Doom de Kevin Sullivan, le Yeti, Brutus the Barber, Beefcake, Zeus. Je veux même pas y penser. Les Oddities avec Giant Silva, Kurgan, Golga puis Luna Vachon. Et je m'excuse, le Dark Order. Depuis la mort de Brody Lee, c'est quoi le Dark Order? C'est quoi? Je comprends rien. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de direction, il n'y a rien qui se passe avec le Dark Order. On peut-tu arrêter ça le plus vite possible pour sauver ce qui reste de la carrière à Evil Uno le plus vite possible, s'il vous plaît? Ouais. Mention honorable, la Corporation de Vince McMahon, l'Alliance de la WCW, la Nation of Domination, le Brood. Brood manquait un peu de direction, il n'y avait pas de leader, Gangrel, souvent. Straight Edge Society avec CM Punk, il y avait aussi Judgment Day du temps que Edge était là. Depuis qu'Edge est parti, on s'entend que c'est une gang de mid-carder ensemble qui essaie de faire quelque chose, mais c'est Rhea Ripley la seule raison pour laquelle on s'en préoccupe. Peut-être Mysterio aussi, Dominique Mysterio. Ouais. Puis le Million Dollar Corporation que j'ai un peu plus connu quand j'étais jeune, là, Ted DiBiase qui se paye des gros bras pour essayer de ramasser des ceintures. Sans doute que la meilleure affaire qui est née de ça, c'est son association avec le Ringmaster. Parce que sinon, Bam Bam, t'es un bon lutteur, mais c'était pas très, très bon. Donc, numéro 1,
pense que tu dois me voir venir avec le numéro 1, la Ouais. seule faction possible. Vas-y donc, si tu as deviné, voir. Ben, la NWO. Ah non, même pas. Non! Non, je suis pas un fan de la NWO, je l'ai même pas Tu les as inclus parce même que pas mis dans le négatif, tu les as pas mis dans les mentions, tu les as pas mis nulle part. j'y ai pensé, mais ça me tentait pas de parler de la NWO parce que j'aime pas la WCW. OK. Ah, je suis pas capable de nommer un seul bon moment de la NWO à part peut-être leur formation. Pour vrai, je suis tellement pas NWO, Marc. Ah, Je ouais. les haïs pas, je les aime pas. Ils me laissent complètement indifférent. Moi, Comme, les quatre, là, tu sais, je veux dire, avant tu sais, t'avais Hogan, t'avais Nash, t'avais Scott Hall, t'avais Six, là. ouais, Ça, avec j'aimais ça après Bischoff ça. un peu, ouais. Ouais, Bischoff aussi, mais après, là, non. Bon, OK, Ouais. écoute, Aces and Eight? Non. Non? La meilleure faction de tous les temps, Evolution. OK. Triple H. En fait, c'est la faction parfaite. Souvent imitée en plus par Chris Jericho à la AEW avec son association avec Hager, avec Garcia, avec Sammy Guevara, avec 2.0, avec Ortiz et Santana. Souvent imité. Tous ces gars-là ont rien gagné de leur association avec Jericho, mais la meilleure faction de tous les temps, et de loin, c'est Evolution. Parce que Triple H était au sommet, Ouais. il faisait les plus gros matchs de tous les pay-per-views. Bon, c'est son Reign of Terror, ça c'est un autre débat. Mais on a Orton qui est le jeune lion qui va éventuellement le mettre au défi. Batista puis Ric Flair en équipe, champion. Le vieux routier vétéran qui s'est remis à l'avant-scène, mais comme incroyable. Il était quoi dans sa fin cinquantaine en plus à l'époque. On a Batista qui était les muscles, le bodyguard, les deux ensemble champions par équipe. Orton champion intercontinental, Triple H champion heavyweight. Ouais. J'espère que ces gars-là ont pris une photo mentale du moment où les quatre étaient champions en même temps, parce que c'est le genre de moment de la lutte que tu te dis, OK, ça va durer quelques semaines, ça va durer quelques mois. Mais ça Ensuite, arrive. on sera plus jamais capable de revivre un moment comme ça. On peut se redonner les ceintures si on veut, mais on vivra jamais un moment de liesse comme celui-là. Puis, quand tu y penses, Orton est devenu une légende, Batista est devenu un Hall of Famer, puis il est parti de son bar, il a fait ses affaires. Ric Flair, ça a ressuscité sa carrière. Triple H s'est gardé. Il est vraiment excellent avec les factions quand on y pense, Triple H, parce qu'il a l'air d'un gars qui protège ses acquis pour de vrai dans la vraie vie. Ouais, ouais. On parle du McMahon-Hemsley era, on parle du. Comment qu'elle s'appelait déjà son association avec Seth Rollins, avec The Authority, ouais, avec Kane et Big Show qui était comme la grosse équipe de bras. Il est excellent avec les factions. Puis pour moi, Evolution représente exactement ce qu'une faction devrait être. Tout le monde gagne. On était la somme 20 fois supérieure au talent individuel de chacun de ces lutteurs-là. Mhm. On pouvait les utiliser à toutes les sauces. C'est incroyable comme moment dans l'histoire de la WWE Evolution. Fait que Sans toi, compter leur tune. Oui, oui. Ouais, j'aurais eu 2X, 2 prises, puis je sais pas pourquoi, j'ai pas allumé. Mais C'est bien correct. c'est la période où je regardais pas vraiment Ouais. WWE, là, fait que, mais on en avait parlé aussi, puis c'est sûr que quand t'es nomme, là, ça fait comme wow, wow, C'est wow, incroyable comme faction wow. Evolution. Ouais, c'est ça. Toutes les histoires qu'on a fait en plus, le booking des gars d'Evolution, autant en individuel qu'en groupe, était parfait. La dynamique, les vidéos d'eux qui sortaient en limousine, la toune de Motorhead, tout était tellement bien fait avec Evolution. Puis c'était juste naturel qu'éventuellement on aille Batista puis on aille Orton, chacun de leur. Le moment où Orton a gagné la ceinture de championnat puis que Triple H a fait faire le pouce, le thumbs down à Batista pour lui dire OK, parfait, on beat up le jeune lion qui challenge un peu mon autorité. Quel moment dans l'histoire de la lutte. Je me rappelle, je l'avais écouté live, j'avais eu les frissons au moment où bravo, t'as gagné la ceinture, tu challenges mon autorité, tu sais. Ouais, c'est. Moi, ce que je retiens, c'est que tu n'as pas mis la NWO dans le tas, là, mais. Tes auditeurs vont commencer à connaître que je déteste la WCW. Pour vrai, je veux pas reconnaître leur prestance ou
leur existence, même quand ils battaient la WWE. J'aime pas les matchs, j'aime pas les pay-per-views, j'aime pas les lutteurs. Ouais. Faut que tu sois un peu négatif pour pas voir rien de positif dans la WCW. Tu pourrais dire au moins ce qu'il y a eu de positif. Blondin a fait de l'argent, c'était 40 l'argent américain là, dans ce temps-là sur l'argent canadien, mais Les pourrais même meilleures années dire du taux de change. Hein? que quand j'allais à la banque, elle me disait, Monsieur, c'est pas le temps. Je dis, oui, c'est le temps de vendre. Wow. Mais en Ben, tout cas, écoute, c'est ça. pour le fait que toi et PCO avez fait de l'argent, que M. Kelly est dans le milieu de la lutte aujourd'hui grâce à ça, Et que je suis reconnaissant. Thor était là. Tu sais, Thor. Qui? T'as pas connu Thor? Mieux connu sous le nom de Marc Lacroix, qui était supposément le grand ami de Goldberg et qui était avec nous, là, Thor. Puis, Non. tu connais sa copine, Nouche? Thor Pinouche? Ouf. OK, je retire tout ce que j'ai dit, ça. Oh, boy! OK, ça veut dire Tu que me fais avoir par des vieilles blagues de Marc Blondin. c'est le but, c'est de te faire sourire, mon cher Matt. Écoute, un gros merci. Ça fut très intéressant. J'ai hâte d'avoir des feedbacks sur Thor Ouais, Pinouche. je t'ai vomi vraiment beaucoup de factions, mais tu sais, j'aurais pu aller un peu plus en profondeur dans Ben, chaque t'es allé, faction, mais. Je trouve que t'es Hein? allé. Je trouve Oui, que t'es oui, allé en mais tu sais, je veux dire, profondeur. on aurait pu faire un 10 minutes sur le Job Squad aussi, Ouais, si tu veux. Hein, ouais, puis, ouais, une autre fois. OK? en même temps que mon top 5 des costumes. Oui, hey, écoute, le temps, malgré que c'est dans quelques semaines, mais toi, les Colorman, ça t'a-tu. J'ai l'impression que tu me ferais un bon top 5 sur les analystes colorés. Mais c'est Ouais. difficile. Les gens me nomment des commentateurs. Puis pour Ouais. moi, un analyste coloré n'est pas un commentateur, tu sais. Non, son but, c'est pas. C'est pas Je de pense que. décrire, c'est de mettre la Non, couleur. le but du color analyst, je pense, sa job, ça va être de révéler qu'un lutteur travaille un bras parce que Parce qu'il l'a sa move connu. ouais, ou que il est en train de faire semblant ou que l'autre a pris trop de temps avant de prévoir une manœuvre ou que le pin Ouais. arrive trop en retard ou même ça va être Jesse Ventura qui a une théorie très très crédible sur le fait que Hogan est un heel mais que Gorilla Monsoon ne croit pas. Je pense que l'analyste, il va un peu participer à raconter l'histoire sous-jacente d'un match. Toi, moi, de mon côté, j'ai tellement, surtout avec Charland et PCO, moi, c'est mes top 2 analystes avec qui j'ai travaillé. Ouais. C'est sûr, il y a eu Sly, il y a eu le tourneur, il y a Handsome. Handsome, il fait un peu de description aussi. Il me complète là-dessus. Puis, tu sais, Ouais, Charland, puis c'est sûr Charland, qu'on puis n'est plus l'autre, on n'est plus à ouais, l'époque où tu te chicanais en ondes avec ton analyste. ouais. Je m'ennuie de ça. De te chicaner en ondes. Ah, moi, je PCO, m'excuse de. PCO, là, j'ai en arrêt sacré une volée. Mais que veux-tu? Je vais faire une grosse révélation. Je m'excuse, mais je détestais quand tu te chicanais en ondes avec C'est sûr, avec c'est tes sûr. analystes. Ça me saoule. Je trouvais ça long, puis je trouvais tellement pas ça crédible. Ouais, Mais en même mais je suis pas surpris de toi là-dessus. Là. Mais c'est peut-être, tu sais, cette espèce de cabotinage-là que tu faisais avec tes analystes, c'est peut-être aussi ce qui faisait comme la beauté du color commentating, de la couleur. C'est que dans aucun monde, tu aurais pu, dans la vraie vie, parler comme tu parlais, mettons, à PCO en ondes. Dans la vraie vie, pourquoi toi, qui regarde le gars qui fait 2 pieds de bras, puis tu te mettrais à l'insulter, puis à insulter ses positions, puis à réduire sa crédibilité. Fait que là-dessus, il y avait quelque chose de le fun, tu sais, c'était un peu la revanche des tronches, où le nerd qui se rebelle contre le bully parce que le bully n'est pas capable de suivre à la même vitesse. Fait que là-dessus, il faut que je te donne, ça avait quand même, ça rajoutait une personnalité qu'on pouvait pas ça donnait envie de le regarder à RDS pour ça. Mais je croyais pas 2 secondes qu'un gars comme PCO t'aurait pas pété à gueule. Mais ce qu'on va retenir de toute cette entrevue-là, c'est que tu viens de dire aux gens que PCO n'était pas capable de me suivre intellectuellement. On a tous compris.
C'est hors de contexte, mais j'accepte le quote. Salut, un gros merci, Matt. On se reparle sous peu. Au plaisir, M. Blondin. Bye-bye. Marc, enfin, on a fait le podcast sur les factions et ça valait la peine. Super intéressant. Tu as trouvé une brochette d'invités vraiment intéressante. Très préparé, les gars. C'était vraiment le fun cette semaine, Marc. Ben, tu sais, chacun reçoit 1000 piastres, là, fait que pour des entrevues pour le sim, fait que c'est payant pour eux autres. Cash en dessous de la table en plus. Hey, va pas dire ça, personne ne va participer à notre concours pour gagner des billets. Ils vont penser que tu es multimillionnaire parce que tu as bien marié, on le dit souvent. Oui, j'ai bien. C'est quoi son fonds de retraite? C'est de l'or en barre. Wow, c'est bien dit, Marc. Hey, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marc? On en a effleuré un peu le sujet en début d'émission, mais peut-être le rappeler aux gens. Les analystes colorés. Ceux qui sont là à côté du commentateur pour mettre de la couleur, tout ça. J'ai déjà comme invité Jean Brassard. Wow! Oui. D'ailleurs, je fais l'entrevue dans quelques minutes avec lui. J'ai bien hâte. Moi, je ne l'ai pas connu comme analyste. Okay. J'ai vu des brides, j'ai vu des vidéos, mais moi, je n'étais pas avec la compagnie à ce moment-là, avec WWF. Mais j'ai bien hâte de lui parler. Il est toujours sympathique, il est toujours ouvert. Et PCO, qui a été mon collègue à RDS quand on a parti justement à TNA ensemble, encore la semaine passée, quand je suis allé au hockey avec des amis, les gens m'en parlaient. Mais il y a bien des gens qui nous regardaient à la télé qui pensent que PCO il est retraité. C'est ça qui est drôle. Je dis, ben non, il lutte encore. Puis là, je l'ai FaceTimé, puis c'était drôle. Alors, ouais. Fait que le sujet la semaine prochaine, et David va mettre David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc. Le Don Juan des pauvres. Mais le Don Juan, c'était pas un Casanova, ou Casanova, c'est pas un Don Juan. Je suis mélangé. Oui, je me souviens même pas de quoi qu'on parlait. Mais amnésie, mesdames, messieurs. Voilà. Mais sérieusement, on va mettre peut-être une dizaine de noms du côté anglophone et du côté francophone pour que vous puissiez voter pour Handsome GF. Allez voter pour aller voir comment vous voyez ça, vous autres, un analyste coloré. Habituellement, un lutteur, un gérant fait très bien ce job-là. Alors, Pat McAfee, pour moi, en est un. Fait très bien ça. Ah oui, il est bon. Fait qu'on va pouvoir regarder et je dois contacter PCO. Ça serait le fun qu'il soit là parce que lui aussi, il a des bons souvenirs quand il était à côté de moi avec ses 2 pieds de bras et son style. C'était bon ce temps-là. Hey, je te lance un défi, Marc. Essaie donc d'avoir notre ami, le Drama King, Matthew Raywalt, en entrevue de TNA, qui est l'analyse de couleur. Appelle ton ami Ross. Si ça ne fonctionne pas, je vais y envoyer un message, moi. Parfait, c'est bon. Alors, ça va être encore un autre podcast qui va chercher beaucoup de réactions et qui est vraiment en lien direct avec tous nos membres sur le groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et de quelle façon? On invite les gens à nous rejoindre la semaine prochaine pour ce podcast fort attendu sur les analystes colorés. Je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.